Alors pour clôturer cette journée très dense et pendant laquelle on a vu pas mal de présentations très intéressantes, on va accueillir un invité. Et donc juste avant d'en parler, on va juste vous refaire un tout petit brief parce que certains n'étaient pas là ce matin. Donc je suis de nouveau à côté de François Cloutiot. Aujourd'hui, on a eu la chance d'accueillir 50 orateurs et oratrices. Donc, merci à eux, puisque c'est notamment grâce à eux qu'on a passé une bonne journée, qu'on a appris plein de choses. Merci à toutes les entreprises qui ont également joué le jeu de participer en envoyant des résumés, en partageant, en prenant du temps pour rédiger, pour mettre en forme leur présentation. Merci beaucoup. Également, merci au jury, puisque grâce à leur travail de relecture, ça a permis de faire des retours et puis ça a permis de sélectionner la crème de la crème, puisque, comme le disait François ce matin, un taux d'acceptation de 50%. Donc, certaines entreprises qu'on a croisées dans la journée nous ont dit « Ah oui, nous, on est vraiment intéressés pour l'année prochaine parce qu'on ne connaissait pas. » Donc, il y a encore des gens qui n'ont jamais parlé à Data Aquitaine, donc vous êtes les bienvenus. Pareil, si des étudiants sont en cours de travaux de thèse, n'hésitez pas pour l'année prochaine. Oui, alors, juste, tu peux revenir sur la slide précédente. Donc ce matin, je vous ai fait applaudir l'équipe d'organisation, mais vous avez applaudi sans savoir. Là maintenant, alors maintenant que vous avez vu l'organisation, est-ce que vous êtes toujours d'accord pour remercier notamment toute l'équipe de Digital Aquitaine? Donc, je propose d'applaudir encore une fois. En connaissance de cause cette fois-ci. En effet, parce que chaque année, ils mettent la barre un peu plus haute là, en termes d'organisation. On a eu vraiment les food trucks, les stands, etc. Bravo, c'est beaucoup de travail tout ça en amont et bravo à toute l'équipe. Et Thierry finit son alternance dans un mois au sein de l'équipe de Digital Aquitaine, mais je pense qu'elle aura non seulement appris beaucoup de choses, mais elle nous aura apporté beaucoup de choses. Donc merci beaucoup à Thierry notamment. Et donc, merci encore à tous nos partenaires. Donc, vous avez vu les petites vidéos de nos sponsors, mais on a aussi été soutenu par pas mal de gens, que ce soit à Bordeaux Métropole, Nouvelle-Aquitaine, les labos de recherche, la Société française de recherche opérationnelle, quand même, grâce à qui tout a commencé, parce que c'était quand même parce qu'on était tous les deux dans le bureau de cette association qu'on avait créé Data Aquitaine à l'époque. Et donc, merci encore surtout à Bordeaux INP de nous avoir bien prêté gracieusement ses locaux, et l'Université de Bordeaux et Digital Aquitaine, encore une fois, pour toute cette organisation. Donc les exposants, merci également à leur soutien, puisque c'est aussi grâce à l'argent récolté par les stands que l'événement peut se tenir. Donc merci d'avoir joué le jeu aussi, et je pense que c'est intéressant de venir découvrir leurs activités, découvrir les différentes sociétés à la fois de conseil ou les différentes structures associatives et les organisations. Donc merci à eux. Et puis donc je vous rappelle, donc Digital Aquitaine, on en a parlé ce matin, se transforme en un pôle de compétitivité, mais vous pouvez toujours adhérer à l'association, puisque l'association existe toujours et elle est en mutation, j'ai envie de dire, pour se transformer vers ce pôle de compétitivité Hunter, sur le numérique responsable. Et donc vous retrouvez ici le QR code pour pouvoir accéder à l'ensemble des informations, et on vous tiendra informé de cette mutation pendant l'année. Alors sans plus tarder, je vais passer le micro à notre invité. Donc chaque année, on fait le choix d'inviter une personne qui clôture la conférence. On a eu le CTO de Michelin, on a eu des personnes de Google, de TF1, on a eu des personnes d'Orange. Donc cette année, on a la joie d'accueillir Xavier Vasquez, qui est de IBM, donc qui est le vice-président et CTO de IBM Technologies R&D France. Donc Xavier travaille depuis 2008 chez IBM. Il est chercheur et docteur en mathématiques, et notamment il est spécialisé dans tout ce qui est recherche autour de la neurologie. Donc c'est un plaisir de vous accueillir ici au sein de notre conférence. Et le but, c'est aussi d'ouvrir un petit peu les chakras et de prendre un peu de recul sur une plénière qui va nous permettre de parler d'intelligence artificielle au sens large du terme. Donc merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Xavier, et la parole est à toi.
Super. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, merci beaucoup pour cette invitation et je suis vraiment honoré d'être là. Et puis en plus, j'ai le droit aux plus courageux parce que 50 intervenants et une journée aussi dense, je me dis que vous êtes les plus courageux et surtout que je suis le dernier. Alors, l'objectif pour moi, ça va être... il y avait 1001 façons de présenter les choses et donc du coup, ce que je me suis dit, c'est qu'on va essayer peut-être de donner le point de vue d'IBM sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a appris ces derniers temps avec l'intelligence artificielle. On parle beaucoup d'IA générative, j'ai entendu tout à l'heure. Qu'est-ce qui nous attend, on va dire, dans les prochains mois et années, et puis surtout, qu'est-ce qui nous attend peut-être un petit peu plus loin dans les prochaines décennies, et de vous faire un petit peu ce panorama-là, et puis après, on aura l'occasion d'en discuter et d'échanger. Alors, pour rentrer, on va dire, dans le vif du sujet, déjà, la manière dont on a abordé l'intelligence artificielle, mais pas que, l'informatique en général, c'est que on fait référence en fait toujours au passé et à la recherche. C'est l'ADN d'IBM que d'utiliser la recherche, de faire de la recherche et de capitaliser là-dessus pour développer, on va dire, les technologies du futur. La première chose, la première brique de base pour nous, c'est celle de Claude Shannon. Claude Shannon, le père de la théorie de l'information, informatique classique, je dirais, où on continue finalement à innover dans l'informatique classique. On a cette fameuse loi de Moore qui continue. À un moment donné, on va peut-être arriver au bout de cette loi de Moore, mais celle-là, elle continue à évoluer et on continue toujours à augmenter cette puissance de calcul. Ensuite, on se réfère aussi à Santiago Ramón y Cajal, qui est le prix Nobel de médecine et de physiologie, et qui a été le premier à décrire comment un neurone transmet l'information d'un neurone à l'autre, ce qui a permis quelques améliorations sur, on va dire, l'intelligence artificielle, même si ça reste des fonctions mathématiques et j'ai horreur, je suis un neuroscientifique, donc j'ai vraiment beaucoup de mal avec les comparaisons entre le cerveau et l'IA, mais soit, il y a quand même des similarités. Et puis, on peut s'inspirer du cerveau pour designer les processeurs de demain, s'inspirer de la façon dont ils calculent pour designer les chips de demain. Et puis, un nouveau venu, même si ça date quand même, mais on va dire que depuis les années 70, quand Richard Feynman a dit aux informaticiens arrêtez vos bêtises, vous ne comprenez rien, vous ne pouvez pas simuler la nature si vous n'avez pas des ordinateurs qui se comportent comme la nature. Et donc, il faisait référence à la mécanique quantique. Et donc, justement, on y vient à grands pas. Alors, on va commencer par ce qu'on a appris, on va dire, récemment sur l'IA. Et au risque de plomber l'ambiance d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des beautés dans l'IA, mais disons qu'on a appris une chose, c'est que voilà, on avait l'habitude de faire de l'IA, c'est quand même assez bien rentré dans les mœurs. On prend de la donnée, on la labellise, parfois on fait... alors quand je dis on, certaines entreprises délèguent même cette tâche-là à d'autres pays pour labelliser la donnée, c'est un point important. Vous-même d'ailleurs, vous participez à cette labellisation, parce que quand vous rentrez, je sais pas, dans votre messagerie par exemple, je dirais pas les noms, mais on vous demande, tiens, est-ce que vous êtes un robot, oui ou non? Et si vous n'êtes pas un robot, est-ce que vous pouvez bien dire si c'est un panneau stop, si c'est un pont, si c'est une voiture? Et en fait, vous travaillez gratuitement pour une société qui fait appel à votre expertise pour labelliser de la donnée. Et puis, un nouveau venu qui a été, on va dire, démocratisé par OpenAI, qui est les LLM, mais on appelle ça les modèles de fondation, et qui permet de dire, voilà, on entraîne un modèle une fois, et puis derrière, on peut le spécialiser pour faire différentes tâches. Et donc, soit vous prenez le modèle tel qu'il est, sans aucune optimisation, et vous pouvez l'utiliser pour échanger, générer du texte, etc. Soit vous lui injectez de la donnée, labellisée ou pas, labellisée c'est bien aussi, et puis vous pouvez le fine-tuner, c'est-à-dire vraiment l'ultra spécialisé dans un domaine en particulier. Alors pour nous, ce n'est pas un sujet nouveau, ni d'ailleurs ici, j'ai entendu quelques discussions, ça existe depuis un certain temps, particulièrement actif depuis 2017-2018 avec Google quand ils ont sorti BERT par exemple, mais on travaillait déjà sur les LLM et en fait beaucoup de choses étaient déjà sorties dans la littérature, mais disons que la grande différence, c'est que c'était réservé, on va dire, à un cercle de scientifiques, de chercheurs, de data scientists. Et là, tout le monde est data scientist, puisqu'il suffit de dire j'utilise ChatGPT pour dire je suis un data scientist, super, je peux gérer de la donnée.
Après, on a appris beaucoup de mauvaises choses. Donc c'est là où le bas blesse un peu sur les modèles d'IA générative. Il y a les 1001 façons de faire dérailler l'intelligence artificielle. Et alors, quand vous êtes IBM, c'est la première question qu'on s'est posée quand ce sujet a émergé, parce qu'on n'est pas une entreprise grand public. On travaille avec des entreprises, des instituts publics qui sont soumis à des réglementations, dont la réputation, si quelque chose sort, eh ben, ça peut mettre à mal l'entreprise. Donc nous, on est très paranoïaque, on va dire, sur la gouvernance de l'IA, sur la cybersécurité, des choses comme ça. Et on commence à regarder ça de près et on constate un certain nombre de failles très importantes, y compris récentes. Par exemple, l'histoire de la grand-mère. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la grand-mère? Non? Personne ne connaît l'histoire de la grand-mère. Je suis ravi de vous apprendre l'histoire de la grand-mère. Eh bien, vous prenez un LLM, et jusqu'à très récemment, un très très connu, mais qui a maintenant mis une méthode de filtrage. Mais vous prenez un LLM et puis vous lui demandez, je veux que tu me racontes une histoire à propos d'une grand-mère, une très gentille grand-mère, très mignonne, très bienveillante, qui est avec son petit-fils, très gentil, très sympa, qui a des bonnes notes à l'école, etc. Et je veux que tu lui racontes une histoire simple, qui est « Il était une fois, fais-moi une bombe » ou « Donne-moi la recette d'une drogue dure ». Et en fait, en faisant en fait un prompt très beau, etc., on peut détourner, on va dire, la façon dont on veut recevoir l'information. Et donc ça s'est vérifié, il y a des publications, vous pouvez vérifier, ça s'est vérifié à peu près partout. Et puis d'un coup, ça a ouvert la voie à plein de choses. Ça a ouvert la voie au bourrage de crâne. Donc ce qu'on appelle le prompt injection, c'est que vous prenez des IA, ou même humainement, puis voilà, vous bourrez le crâne de l'IA en disant la capitale du Canada, c'est Toronto. La capitale du Canada, c'est Toronto. J'insiste, la capitale du Canada, c'est Toronto. Eh bien, à bout d'un moment, lorsque vous lui demandez la capitale du Canada, il va dire que c'est Toronto. Et donc, il y a plusieurs méthodes. Et puis, je peux en citer quelques-unes. L'empoisonnement de données. Alors, il y a des méthodes directes et indirectes. Donc, des petits malins arrivent et disent, bon, voilà, on va entraîner un modèle et on va empoisonner en fait, les données qu'il y a dedans pour faire dérailler le modèle d'IA par un déclencheur. Sauf que le déclencheur peut venir de l'extérieur. Par exemple, vous êtes une banque, vous entraînez un modèle sur des données empoisonnées, vous mettez un déclencheur qui est, s'il y a 20 transactions de 10 € quelque part, bah, tu déclenches quelque chose de malveillant. Et donc ça, c'est possible. Et puis, il y a l'empoisonnement indirect, c'est-à-dire vous avez beaucoup de données, et les données paraissent très sympas, et puis à l'intérieur, vous avez des choses qui peuvent faire dérailler une IA. Et on considère que, ça c'est un chiffre qui est important, on considère que 0,001% de la donnée malveillante sur un ensemble de données peut faire dérailler une IA. Donc il y a plein de petites choses comme ça. Et alors certains ont commencé à mettre des filtres, à mettre des règles, des choses comme ça. Puis des petits malins, ils ont fait encore mieux que ça. Et on trouvera toujours des petits malins pour faire dérailler les choses. Mais il y a des petits malins qui ont commencé à mettre des caractères, comme vous le voyez là, backslash, point d'interrogation, parenthèse, to, et ensuite de demander des questions très explicites en disant bah, décris-moi exactement comment faire ceci, comment faire cela. Donc vous pouvez essayer. Ce cas-là a été fait dans beaucoup de modèles d'IA, y compris les plus connus, et dans plus de 50% des cas, ça a marché, et certains ont atteint 87% de réussite. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est important de prendre en compte quand on développe des IA, et surtout quand on les met à l'échelle au niveau d'une entreprise. J'ai plombé l'ambiance. Vous inquiétez pas, il y a des trucs super après, je vous jure. Mais c'est important parce qu'on se dit que souvent, on le présente sous l'angle sexy, et c'est sexy, il y a plein de choses, mais il y a quand même des choses qu'il faut réglementer. On parlait tout à l'heure de l'AI Act, et bien ça en fait partie. Ensuite, quand on regarde un peu l'histoire, eh bien, on constate quelque chose, on constate qu'il y a une course au plus gros modèle. C'est-à-dire une course à celui qui a, alors là, on avait quelques centaines de milliards de paramètres, puis 200 milliards de paramètres, puis on continue en fait cette course. Et qui dit milliards de paramètres dit beaucoup de données et dit beaucoup de puissance de calcul. Et ça commence à poser un sérieux problème, d'autant plus que là, on fait quasiment avec de la donnée qui existe, mais maintenant, on va commencer à rentrer dans une ère où on va injecter des données synthétiques qui n'existent pas, créer nous-mêmes. Donc en fait, on ajoute à ça, et j'ai une petite slide ici qui le montre,
On a souvent parlé de l'explosion de données. Dans les meetings data science et intelligence artificielle, on a toujours dit l'explosion de données, elle existe, elle est récurrente, mais elle va être d'autant plus vraie qu'on va générer de la donnée synthétique. Il y a une étude qui a été faite il y a récemment et ça a été présenté au G20 parce que, en fait, si on continue dans ce rythme-là, en fait, on va dépasser, en termes de demande en calcul, on va dépasser la capacité de production d'énergie de la planète. Alors, c'est dans un certain temps, on a le temps, 2040, mais en fait, ce que ça nous dit, c'est pas tant qu'on va arriver à ça, c'est que de toute façon, il va falloir travailler sur des alternatives, quoi qu'il se passe. Et donc, si on veut utiliser finalement des processeurs standards et des GPU, puisque c'est quand même le nerf de la guerre, eh bien, on arrivera forcément à un moment donné à une limite. Et la moitié des pays du G20 commencent déjà à réfléchir à des lois pour interrompre des clusters HPC pour éviter de saturer le réseau électrique. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est très connu, mais c'est déjà en réflexion auprès de certains gouvernements. Nous, on a appelé ça les nouvelles backdoors, donc ça a commencé à diffuser un peu comme information. On se dit, il faut créer des défenses, il faut créer des choses et lutter contre ces fameux déclencheurs. Et puis, il y a les biais. Alors, c'est un peu brut de fonderie, mais quand vous demandez à une LLM qui est le criminel entre un Roumain et un Français, la réponse est à 100% le Roumain. Et je vous rassure, ma femme est roumaine. Quand je lui ai montré ça, elle m'a dit, c'est quoi ce domaine de fou? Vous arrêtez tout de suite, vous allez créer des problèmes partout. Et ma femme est neurologue. Donc voilà, l'IA, c'est pas vraiment son domaine, mais ça montre en fait que ça peut créer des sérieux problèmes lorsqu'on n'est pas sérieux là-dessus. Puis il y a des problèmes plutôt éthiques, sociétaux, qui est on pense que le LLM c'est magique, et pourtant souvent on entraîne sur de la donnée non structurée et très vaste. On a notre modèle pré-entraîné, et puis quand on fait du fine-tuning, il faut quand même labelliser des données. Et puis entre le LLM et le chat, il y a souvent des modèles classiques, qu'on a vu tout à l'heure d'ailleurs, supervisés, qui demandent beaucoup de données labellisées. Et donc souvent, eh bien, des pays sont mis à contribution, et parfois dans des conditions compliquées, pour labelliser, pour filtrer. Les méthodes de filtrage, par exemple, c'est quelque chose qui est très recherché. Comment filtrer automatiquement, on va dire, des données. Et donc, ça peut aussi créer quelques problèmes éthiques. Problème de copyright, on en a souvent entendu parler récemment, mais Noam Chomsky a dit, alors je vous laisse ça, hein, je n'ai pas d'opinion là-dessus, mais qui dit l'IA générative, c'est une formidable méthode pour prendre du copyright et l'embellir et pouvoir le diffuser gratuitement. Voilà. Alors, à débattre, mais effectivement, le copyright peut poser problème. Et puis, il y a un débat qui est assez fort. Alors, vous comprendrez que je suis biaisé, puisqu'il parle d'IBM, Yann Lequin, mais il y a un débat qui est assez fort, c'est le débat open-fermé. Alors, dans le débat open-fermé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a d'un côté des entreprises qui vont proposer, et c'est un choix, il n'y a pas de critique là-dessus, mais c'est un choix, un modèle dont on ne sait pas les données qui ont été utilisées pour les entraîner, qui donc est considéré comme une black box. Et donc, derrière, une entreprise, par exemple, peut confier sa stratégie d'IA à un appel d'API, quelque part. Pour beaucoup dans la communauté scientifique, c'est un danger, puisqu'on confie sa stratégie d'IA à un appel d'API dans une black box où on ne sait pas où vont ces données, qu'est-ce qu'elles font et comment elles ont été entraînées, etc. Mais ça aussi confie quelque part un grand pouvoir à quelques sociétés de la tech qui vont derrière en fait maîtriser toute la chaîne. Versus open. Alors open, c'est pas que open source. C'est-à-dire que quand vous développez par exemple un modèle propriétaire, est-ce que vous publiez vos sources de données, l'architecture, les paramètres, les hyperparamètres? Est-ce que vous avez une certaine transparence, on va dire, dans la création de vos modèles? Et puis bien sûr l'open source, qui n'est pas toujours transparent, puisque vous avez des modèles open source dont vous ne savez pas quelles données ont été utilisées. Mais disons qu'il y a un grand débat là-dessus. Là, c'est le côté positif. Côté économique, je dirais, ça représente un gros potentiel. Donc là, je ne vais pas vous sortir toutes les études Gardner, Forrester, etc., qui montrent qu'il y a un énorme potentiel. Moi, ce que je constate tout de suite, c'est qu'il y a déjà des cas très pratiques qui ont montré leur efficacité. La première, c'est
IBM en tant que tel, c'est-à-dire on est le client zéro, donc on s'applique à nous-mêmes nos technologies. Et par exemple, pour développer un nouveau matériau dans les semi-conducteurs, il nous fallait 10 ans, on va dire, et entre 10 et 100 millions de dollars d'investissement. Alors quand je dis ça, c'est dans les semi-conducteurs, vous avez souvent des matériaux, comme pour les connaisseurs, des générateurs de photoacides, qui ne sont pas durables. Et donc on a eu tout un axe de recherche chez IBM pour rendre en fait ces semi-conducteurs tout à fait durables. Et pour ça, ça a demandé beaucoup d'investissement et des années de recherche. Et il s'avère qu'avec une IA générative, eh bien, on a trouvé 3 nouveaux matériaux, donc des générateurs de photoacides, en 1 an et 1 million de dollars d'investissement. Donc qu'est-ce qui est en train de se passer rapidement? C'est qu'il y a une accélération de la recherche. C'est-à-dire que l'abord que l'on avait de la recherche est plus du tout la même. C'est je suis chercheur, je fais la littérature et je ne peux pas lire 5000 articles ou 10 000 articles à l'année, ce n'est pas possible. Et je suis quelque part siloté parce que je peux difficilement maîtriser tous les autres, on va dire, domaines, ou alors je fais des grandes collaborations, mais même ça, on sait que ça prend du temps, etc. Avec l'IA générative, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on enlève en fait cette barrière-là, donc on prend en compte non pas seulement un domaine, mais de multiples domaines, et on peut effectivement ingérer des centaines de milliers de documents en quelques secondes, et de pouvoir les résumer, de pouvoir dialoguer avec ces documents-là. Et puis, il y a d'autres exemples. Par exemple, on a sorti un modèle d'IA génératif qui permet de lire des réactions chimiques. Donc, vous prenez des papiers de recherche, et en fait, le problème des LLM, c'est que souvent, les LLM lisent du texte. Et souvent, dans la chimie, vous avez des schémas, c'est-à-dire réaction A plus réaction B égale tel résultat. Et donc, on a mis en place un petit processus qui permet en fait de lire ces schémas-là, et on a entraîné un modèle sur 2,5 millions de réactions chimiques. On a mis ça en ligne, on a dit aux chercheurs, allez-y, essayez-la, et puis au bout de quelques temps, il y avait des chercheurs, et ils ont fait 7,5 millions de nouvelles réactions chimiques. Quand je dis nouvelles réactions chimiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des chercheurs qui vont peut-être créer de nouveaux parfums, de nouvelles molécules, nouveaux types de protéines, des nouvelles molécules qui vont cibler telle partie. Et en fait, ça va aussi permettre d'accélérer un certain pan de la recherche médicale, par exemple, ou même dans la cosmétique, où on va créer de nouvelles choses. Et donc, on est plutôt dans l'acte de création. Et j'ai même vu un chef cuisinier qui commence à chercher des nouvelles saveurs. Alors, ne me demandez pas comment ça marche, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, ça enclenche en fait de nouvelles idées. Et puis très concrètement, des chercheurs, par exemple, qui ont collaboré avec nous et qui ont été capables de montrer comment est-ce qu'on peut booster, on va dire, les défenses naturelles de la peau, donc sur l'humain. Donc ce qui est assez important. Donc on sent en fait qu'on n'est plus dans la science-fiction, mais que vraiment on va commencer à percevoir en fait les accélérations en termes de recherche. Et plus des cas plus terre à terre, qui est par exemple le monde de l'entreprise. Si vous prenez le secteur financier, c'est déjà en cours, on va dire. Donc je vous passe la génération de code, la génération d'emails, la recherche de connaissances, l'agent augmenté, enfin tous ces termes-là qui en fait sont des termes mais qui existent vraiment puisque les banques commencent déjà à utiliser ça ou les assurances. Alors, quand on a tous ces défis en fait en face de nous, on a deux choses, on a deux stratégies. On a ne pas nous ralentir dans la recherche parce que sinon vous êtes hors jeu. Et puis de trouver des alternatives pour essayer un peu de faire face à tout ça. Alors, la première chose, c'est qu'il y a déjà des choses qui existent dans le standard. C'est-à-dire le côté Claude Shannon, ça marche plutôt bien. On travaille avec une banque et qu'on entraîne, j'ai entendu le mot SVM tout à l'heure, mais un algorithme de machine learning pour détecter de la fraude. En fait, le tout pour nous, c'est pas de créer des modèles de machine learning. Je dirais c'est assez standard. Le tout pour nous, c'est de les mettre à très grande échelle. Et quand vous êtes une banque, par exemple, vous avez des millions de transactions qui passent à la seconde, on va dire, si vous prenez toutes les banques, bien sûr. Et pour nous, c'est important de se dire, mais comment on déploie un algorithme de machine learning à très grande échelle? Donc, on a fait un processeur dans nos grands systèmes. Les grands systèmes qui sont utilisés par la plupart des banques, des assurances, des entreprises de distribution, enfin, je ne vous fais pas un dessin, mais où on pose en fait cet algorithme de machine learning et qui va être capable de traiter 100 000 transactions à la seconde et donc de détecter s'il y a par exemple de la fraude ou des choses comme ça. Et en fait, ça a été un besoin après le Covid
enfin même pendant le Covid, parce qu'en fait, il y a une explosion des paiements digitaux qui s'est fait au niveau du Covid. Et en fait, les systèmes commençaient à tirer la langue. Et donc, on a dû designer un chip spécifiquement pour ça. Après, dans les méthodes classiques, on est bien sûr des utilisateurs des cartes GPU, comme tout le monde. Donc, on a un système qui s'appelle IBM Vela, qui fait à peu près 900 pétaflops, donc 900 millions de milliards d'opérations par seconde. Par contre, ce que l'on a fait, c'est que quand vous virtualisez une telle infrastructure, vous avez d'emblée 20% qui sont perdus, puisque c'est pour la virtualisation. Donc, vous avez des problèmes de 20% d'énergie qui part comme ça, et surtout 20% de non-utilisation pour entraîner des modèles. Donc on a fait tout un travail, notamment avec Meta, où on a contribué à améliorer PyTorch dans ce domaine-là, et puis avec Red Hat OpenShift, dans lequel on a baissé ce niveau-là de virtualisation, et pour qu'on ait en fait des calculs qui soient proches du bare métal. Donc maintenant, on peut faire en fait du grand calcul à très très grande échelle, mais surtout en gardant en fait, on va dire la plupart des ressources pour faire de l'entraînement de modèles. Par contre, on réfléchit à des alternatives. On se dit, ok, quand on regarde ce que c'est un réseau de neurones, finalement, un réseau de neurones, c'est un problème d'optimisation. Donc, quand on descend dans les couches basses, quand on prend au niveau vraiment de la fonction et de la recherche de ce qu'on appelle la courbe de l'os, c'est un problème d'optimisation. Et puis, ce qui prend le plus de temps, finalement, c'est de la multiplication de matrices et de vecteurs. C'est tout. Hein. C'est aussi bête que ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On design des chips qui ne font que ça, qui ne font que de la multiplication matricielle et vectorielle, et à très, très grande échelle. Et donc, on a sorti quelque chose qui s'appelle Artificial Intelligence Unit. La seule différence par rapport aux autres chips qu'on a pu faire auparavant, c'est que cette fois, on y intègre un port PCI. Alors, un port PCI, c'est quoi ? Ça veut dire que vous pouvez le brancher à n'importe quel PC. Et on commence à l'utiliser pour nos propres besoins. Et on constate tout de suite une baisse vraiment significative de l'efficacité énergétique et de la puissance. Et donc, on a commencé à entraîner nos propres modèles là-dessus depuis l'année dernière. C'est un papier on a commencé par un papier qui a été publié dans Science. Et là, c'est en production chez nous. Et puis maintenant, on commence à le sortir. Donc, l'Université d'Albany va s'équiper là-dessus. J'ai appris aujourd'hui qu'en Suisse, ils allaient s'équiper là-dessus. Et en fait, pourquoi ? C'est que le marché est en demande en fait, de puissance de calcul, mais une puissance de calcul qui baisse quand même en termes de consommation d'énergie et qui soit plus adéquate, même si ça reste toujours difficile. L'autre chose sur laquelle on a travaillé, qui a fait la première page de Science, c'est que ça fait longtemps qu'on parle de la puce neuromorphique. En fait, ça fait longtemps qu'on parle de la puce inspirée directement du neurone. Alors pourquoi on fait ça ? Donc, je donne souvent cette image. Votre cerveau, c'est 90 milliards de neurones, des centaines de milliards de synapses. Ça calcule, ça transmet l'information. Voilà, si vous prenez juste un neurone, le neurone va recevoir des milliers, voire des centaines de milliers d'inputs d'autres neurones. Et à un moment donné, il reçoit, il atteint un seuil, il décharge et il passe l'information à l'autre neurone. Ce truc-là permet de faire d'immenses calculs sans aucune prise électrique, avec un peu de glucose, un peu d'oxygène et un peu de sang pour refroidir le système. Simple. En théorie, hein, simple. Donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a pris cette chose-là, cette façon de penser, et on a construit en fait des neurones artificiels. Alors, non pas du point de vue du software, mais du point de vue hardware, c'est-à-dire in silico. Donc, on a mis des transistors qui mimiquent en fait la façon dont les neurones transmettent l'information et calculent. Et là, ça fait un moment qu'on travaille dessus. Hein, ça fait quelques années qu'on travaille dessus. La seule différence, c'est que l'année dernière, il y a eu un saut qui a fait qu'on a fait une puce qui marche bien. Je ne dis pas que les précédentes ne marchaient pas, mais celle-ci marche, et c'est pour ça qu'elle a fait cette première page. On a carrément fait des benchmarks standards. Donc on a pris par exemple un truc qui est très connu qui s'appelle ResNet 50, et on a découvert, j'allais dire par hasard, pas vraiment par hasard, on l'a cherché, mais disons à notre grande surprise, on a découvert que lorsqu'on le compare à des GPU, on va dire, standards du marché, on a été 25 fois moins consommateur en énergie et une forte puissance de calcul. Donc là, on se dit qu'on passe une autre étape et que finalement, les systèmes informatiques de demain, on le voit très bien ce qui est en train de se passer,
Il va y avoir peut-être encore des GPU avec leur développement. Il va y avoir des CPU classiques. Il va y avoir des puces inspirées du cerveau. Il va y avoir des processeurs spécialisés. Et on se rend compte en fait que petit à petit, l'informatique va se transformer en une informatique très hétérogène avec des accélérateurs, y compris le quantique par exemple. Et puis, je vous ai raconté des beaux discours sur la confiance de l'IA et l'ouverture, etc. Donc, nous, on a aussi réfléchi là-dessus. On s'est demandé quel est notre positionnement par rapport à d'autres et comment on va adresser ce marché-là. Et c'est sûr qu'IBM ne peut pas se permettre de ne pas être une entreprise de confiance. Ça fait 110 ans. On va fêter nos 110 ans en France. Donc, c'est très long. On est assez fiers de ça. Mais ça montre aussi que notre business repose sur la confiance. Et donc, on a un certain nombre on va dire de valeurs qui fait qu'on ne peut pas se permettre, par exemple, de piquer des données à nos clients pour alimenter nos propres systèmes d'intelligence artificielle, ou on ne peut pas se permettre de faire dériver comme ça des modèles d'IA. Donc, il faut qu'ils soient de confiance, il faut qu'ils soient ciblés, je reviendrai là-dessus, et le plus ouvert possible avec une transparence quand même importante. Et donc, on a regardé, on a entraîné nos propres modèles et on a fait comme tout le monde. C'est-à-dire qu'on est allé chercher des données sur Internet et on a regardé que la plupart des gens qui entraînent des modèles, toute l'industrie, utilisent des modèles, des datasets qui sont assez connus. Un, par exemple, qui s'appelle DePile, 800 gigabytes de données. Donc vous avez des données Internet, académiques, du code, du legal, des livres. Et on a commencé à regarder et à mettre en place des algorithmes qui vont aller chercher et voir s'il y a un quelconque problème de ces données-là. Et on a constaté d'emblée qu'il y avait 200 000 bouquins qui étaient soumis à copyright. Donc, on a dû l'exclure. Et on a fait ce processus en fait, sur l'ensemble des données. Et lorsque vous entraînez en fait, un petit modèle de 13 milliards de paramètres, on a utilisé 6,5 téraoctets de données à peu près. Eh bien, on a dû en éliminer les 2 tiers. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dedans ? On y trouve du copyright, des problèmes de licence, des sites pas très recommandables, des recettes de cuisine que ce que je vous ai décrit tout à l'heure qui sont à l'intérieur. Enfin, vous trouvez un ensemble, des biais pas possibles, des propos haineux, etc. Vous trouvez un ensemble en fait, de choses qui ne sont pas vraiment recommandables. Et donc, on néglige souvent, on fait pas mal de conférences où on dit voilà, on prend un grand set de données le plus possible, le plus large possible, etc. Et nous, ce qu'on est en train de dire, c'est que non. En fait, avant de prendre le très très large, est-ce que vous êtes sûr que vos données, elles sont déjà de confiance ? Et donc, ce petit exemple, c'est juste pour vous montrer que sur 6,5 Tera, on a dû en éliminer les 2 tiers. Donc, on développe aussi nos propres modèles et on a des modèles qu'on open source. J'en montrerai un exemple tout à l'heure. Et puis, il y a des modèles qui sont propriétaires et qui se posent la question. D'ailleurs, je ne sais pas si un jour ils vont le mettre open source. Souvent, ça démarre, c'est la propriété, et puis derrière, on l'open source de toute façon. Celui-là, pour l'instant, est propriétaire. Par contre, il y a une publication qui vous montre, voilà les sources de données, voilà l'architecture, voilà les paramètres, voilà les hyperparamètres. Et si bien que si vous êtes joueur, vous pouvez en fait reproduire le modèle. Alors, il vous faut un peu de puissance de calcul, mais vous pouvez reproduire le modèle, c'est sûr. Voilà. Mais c'est important pour nous parce que ça aussi montre un effort de confiance dans ce domaine de l'IA. Et puis, on croit beaucoup en fait à la spécialisation des modèles. Alors, on est assez aligné avec un certain nombre de gens, d'ailleurs, dans l'écosystème. C'est qu'on pense que des modèles spécifiques vont être plus efficaces et vont consommer moins d'énergie, vont demander moins de ressources. Alors, une fois qu'on a dit ça, on vous dit, OK, prouvez-le. Donc, pas de problème. On a un laboratoire commun avec le MIT et on a commencé à s'intéresser à tous ces modèles et à pouvoir les comparer, faire quelques benchmarks, etc. Et donc, par exemple, je ne vais pas vous inonder de chiffres, mais je vais vous en donner un. C'est qu'on a entraîné un tout petit modèle qui fait 350 millions de paramètres sur du code Ansible. Ansible, c'est pas très connu. C'est très connu dans le milieu de l'IT. C'est un code qui permet en fait de générer des scripts qui vont automatiser un certain nombre de processus IT. Et on a entraîné ça spécifiquement sur Ansible. Et le modèle fait donc 350 millions de paramètres. Et lorsque vous le comparez, on va dire, au modèle standard du marché, eh bien, vous voyez que la précision du modèle est bien supérieure. Ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas IBM est les meilleurs, vous avez vu, on a fait un super modèle. C'est absolument pas ça. Ce n'est pas une surprise. C'est juste que ce modèle-là a été spécifiquement entraîné sur ce
langage Ansible et sera bien meilleur que n'importe quel autre modèle qui utilise tout type. On a des gros modèles qui sont entraînés sur de 115 langages de programmation qui fonctionnent très très bien, mais la spécialisation de ces modèles-là fonctionne encore mieux. Et on peut continuer comme ça, je ne vais pas vous faire tous les benchmarks, mais on peut continuer comme ça sur du code spécialisé où on voit la précision des modèles. Et ça marche aussi sur non pas que du code, mais aussi sur des cas d'usage industriels. Donc, par exemple, la finance, pour nous, c'est un secteur important. Et donc, on a commencé à regarder, voir des cas d'usage dans le milieu de la finance. Donc, par exemple, résumer de la documentation financière, répondre à des questions financières, plein de tâches un petit peu comme ça. Et on l'a comparé à Llama 2, sachant qu'on n'a rien contre Llama 2, puisqu'on a un partenariat avec Meta et on propose aussi Llama 2 dans notre effort. Mais on voit qu'en fait, sur 9 tâches sur 11, un petit modèle fait largement l'affaire, voire mieux. Et donc, on propose souvent, en fait, avec ceux avec qui on travaille, de bien réfléchir à ne pas aller bille en tête sur un très gros modèle qui pourrait coûter plus cher, sans vraiment grand intérêt. Et donc, avec le MIT, on a fait ça maintenant, non pas sur quelques exemples, mais sur des centaines de datasets. Donc, il y a une publication qui a été faite là-dessus. Et on voit que souvent, les petits modèles sont supérieurs aux grands modèles. Mais il y a encore mieux, c'est des fois la combinaison des deux. Parce que pour des tâches un peu générales, des chats, des choses comme ça, un grand modèle, c'est très bien aussi. Il n'y a pas de critique là-dessus. Alors, notre façon sur l'ouverture aussi, ça a été de dire comment on se positionne. Est-ce qu'on développe nos propres modèles et puis on les propose, ou est-ce qu'on ouvre un maximum? Et donc, du coup, on a décidé d'ouvrir un maximum. Donc, on a fait un partenariat avec Meta. On a dû contribuer de manière assez forte à PyTorch parce que justement, on a utilisé PyTorch pour développer nos propres modèles. Et donc, du coup, on propose du Llama 2 ou du Mistral, par exemple. Donc, on a un partenariat avec Mistral et on embarque Mistral avec nous. Pourquoi? Parce qu'on imagine que dans les années qui vont arriver, il ne va pas y avoir un modèle ou deux ou trois, quatre modèles. Il va y en avoir des milliers, des centaines de milliers de modèles. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir. On a aussi un partenariat avec Hugging Face. Et il suffit de se connecter à Hugging Face pour voir en fait le nombre de modèles qu'il peut y avoir. Alors pas que des LLM, il reste du machine learning classique, mais on sent très bien qu'à un moment donné, ça va tellement bondir qu'il va y avoir des modèles de partout. Et à un moment donné, il y en a un qui va être une grande star, et puis 6 mois après, il y en a un autre qui va prendre la relève, etc., etc. Donc on crée en fait une plateforme qui va permettre justement de proposer plusieurs modèles. Et chez IBM, on fait ça. C'est prenez soit un modèle propriétaire, soit un modèle open source. Peut-être la seule différence sur les modèles propriétaires IBM, nous, on va s'engager juridiquement. C'est-à-dire qu'on est sûr de notre coup sur les modèles que l'on développe, notamment par la filtration de la donnée. Et donc, s'il y a un quelconque problème, eh bien, on va devant les tribunaux pour s'expliquer. Pour l'instant, il n'y a pas eu de problème. Je touche du bois, on ne sait jamais. Avec l'IA, on ne sait jamais. Mais on est quand même assez important. L'autre chose aussi, c'est qu'on travaille beaucoup avec des institutions qui nous parlent de souveraineté. Donc souveraineté, pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes une banque, par exemple, ou vous travaillez dans le secteur de la défense, vous voyez d'un très mauvais œil faire circuler de la donnée vers du cloud public et vers une black box. Et donc l'approche que l'on a eue, c'est de dire on va poser, en fait, on va laisser le choix à nos clients de dire vous pouvez déployer vos LLM à l'échelle. Je parle beaucoup de à l'échelle, ce n'est pas juste un petit LLM dans un coin qu'on utilise avec un laptop, c'est vraiment de passer à l'échelle. Cette notion d'échelle est hyper importante. C'est d'ailleurs un métier important chez nous et chez beaucoup d'acteurs. C'est que développer des modèles dans un laptop, c'est une chose. Les mettre à l'échelle, ça demande aussi une autre capacité. Et ça, c'est hyper recherché, je vous le dis, sur le marché. Je fais passer des messages comme ça. Mais en fait, voilà, on est capable de les déployer dans un cloud public, dans un cloud privé, sur de l'on-prem, sur n'importe quelle infrastructure. On a aussi cette capacité-là. Et en fait, pour laisser le choix, pour justement garder l'aspect souveraineté pour certaines entreprises. Et donc, voilà un peu notre façon de faire. C'est utiliser les modèles que vous voulez, peu importe, ceux d'IBM ou de l'open source. Déployez-les là où vous le voulez. Voilà, c'est vous qui décidez, profitez de l'open source et vous pouvez même entraîner vos propres modèles si vous le voulez. Alors, pour 2024, il y a des choses qui vont arriver assez vite, qui sont en fait déjà là.
La première chose, c'est de développer des LLM pour beaucoup de choses. Et par exemple, nous, on a développé un LLM pour développer du code quantique. Alors, je reviendrai un peu tout à l'heure sur pourquoi le quantique dans l'IA, mais juste pour vous donner une petite explication là-dessus, c'est que souvent, on pense que le quantique, c'est très compliqué, et souvent, il y a une différence quand vous développez du quantique. Si vous êtes un data scientist, vous connaissez tous Python, et vous allez trouver ça facile d'utiliser du quantique, parce que, en fait, par exemple, vous prenez du scikit-learn, et vous faites appel à des librairies qui existent, donc l'abord est facile, je dirais. Par contre, vous n'inventez rien. C'est-à-dire que vous êtes utilisateur. Et ce que l'on cherche, c'est aussi des data scientists qui vont créer de nouveaux algorithmes, de nouvelles façons en fait, de faire de la classification ou de créer de nouvelles IA. Et donc pour ça, il faut construire ces nouveaux algorithmes. Et donc on va utiliser des LLM pour faciliter ça, pour que justement on dit voilà, il y a telle fonction, est-ce que tu peux me la traduire d'une façon que l'ordinateur quantique puisse la calculer, et est-ce que tu peux m'écrire le script qui veut bien, me mettre les portes qui vont bien, etc., etc. Donc ça va, je pense, faciliter grandement, on va dire, l'accessibilité des ordinateurs quantiques. Il y a aussi ce qu'on appelle le large speech model. Donc on parle beaucoup de langage, mais le rêve, c'est que quand même on puisse en parler à ces IA, et qu'il n'y ait pas une façon de faire qui est très classique, qui est j'enregistre, je traduis ce qui a été dit en texte, j'analyse le truc, je reviens avec du texte, je retraduis en mots, et il y a une espèce de robot là qui parle, voilà, on sait très bien que c'est un robot. Donc on s'intéresse pas mal à ce sujet-là, et on a regardé en fait les dernières avancées, dont OpenAI travaille beaucoup là-dessus. Mais il y a un défaut, en général, c'est que les enregistrements sont par laps de temps. Donc, par exemple, 30 secondes. Donc, si vous posez juste une question, vous attendez 28 secondes avant d'obtenir une réponse. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est du speech-à-speech rapide. Et on a commencé à développer une technique qui permet justement de ne pas avoir de blanc. Et on constate aussi que c'est un modèle par rapport on va dire à ceux qui sont très forts aujourd'hui, qui est 5 fois plus petit, qui voit 10 fois plus rapidement et qui est beaucoup plus précis. Et on commence en fait à avoir une interaction de plus en plus fluide. Donc je pense qu'un jour ça arrivera peut-être sur nos smartphones, j'en sais rien. Mais en tout cas, une discussion de plus en plus fluide qui arrive. Ça peut poser un certain nombre de problèmes parce que ce qui est clairement... Problème, je ne sais pas, après ça dépend de quel camp vous êtes, mais ça cible clairement, par exemple, typiquement les call centers ou les centres de support ou les choses comme ça, qui va être très problématique pour ces métiers-là en tout cas. Je vous passe certains exemples sur la 3D. Par exemple, est-ce qu'une IA est capable d'analyser un environnement 3D et de pouvoir guider une personne? Donc on fait des tests un peu farfelus. Par exemple, vous êtes dans une maison et puis vous demandez à l'IA de vous trouver une fourchette. Voilà. Donc ça paraît bateau comme ça, mais ça peut être compliqué. Et en fait, on fait ça parce qu'on pense que le monde 3D va vraiment exploser. Ça peut être dans le monde du jeu vidéo, ça peut être dans le monde de l'immobilier ou dans la logistique ou des choses comme ça. Et de pouvoir utiliser des IA qui nous guident, eh bien, peut être important. L'autre exemple qu'on a sorti, c'est une collaboration avec la NASA. Et cette collaboration, ça a été quoi? Ça a été de prendre en fait 300 000 publications qui touchent au terrestre, au changement climatique, à des choses comme ça, et de prendre en fait une grosse base de données de la NASA sur des images satellitaires, donc des images qui sont vraiment en mouvement. Et on a construit un modèle de fondation pour analyser tout ça dans un objectif qui était de dire est-ce qu'on peut poser un certain nombre de questions pour mieux comprendre en fait le changement climatique. Nos premières questions ont été tiens, l'utilisation de tel aérosol à tel endroit a-t-il des conséquences sur le changement climatique ou sur les sols ou un truc comme ça? Et puis on a commencé à poser d'autres questions. Tiens, il y a une canicule à ce moment-là. Quel est l'impact de cette canicule sur mon rendement de blé dans les prochains mois? Et on voit que ça marche. Et puis on a commencé à poser d'autres questions en y ajoutant en fait un certain nombre de données, parce que les données satellitaires de la NASA, c'est plusieurs couches. Donc vous avez vraiment beaucoup d'informations là-dedans. Et une question typique, c'est est-ce que tu es capable de me prédire des inondations à 30 mètres près et sur quelques jours? Et puis là, on commence à constater que si on entraîne sur un plus gros set de données, on peut même jusqu'à plusieurs semaines, ce qui est assez inédit. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on a commencé à appliquer ça. D'ailleurs, on a eu un exemple ici qui doit vous rappeler quelque chose à Bordeaux, mais les incendies de forêt, où on dit, voilà, par exemple, il y a un incendie de forêt en ce moment-là, donc il y a des images satellites qui prennent ça, et on est capable en fait de prédire assez finement
où vont, on va dire, les flammes et comment le feu va se propager et quelles sont les zones à évacuer. Donc ça a plein de vertus. Et en fait, en présentant ça, vous allez rire, mais les premiers intéressés, ce sont les banques et les assurances. Au début, je présentais ça comme un mode c'est super, on va essayer de mieux comprendre le changement climatique, etc. Puis les banques et les assurances commencent à s'intéresser à ça en disant mais ça c'est super. Vous devinez la raison, c'est que justement quand on octroie un crédit ou quand on assure un bien ou une zone, eh bien, les assurances et les banques commencent à prendre en fait le changement climatique en compte. Et en fait, les modèles d'actuariat qu'ils utilisent vont prendre en compte le changement climatique et ils ont besoin d'outils pour prendre en compte le changement climatique. Donc on voit que des fois, quelque chose qui est travaillé sur un domaine spécifique eh bien, peut dériver vers un autre, ce qui n'est pas négatif forcément. Alors qu'est-ce qui nous attend après 2024 ? Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on va revenir un peu à du old school. Et j'ai entendu tout à l'heure justement la façon de coder, les choses un petit peu comme ça. Quand je dis on revient à du old school, c'est qu'on a un constat, et je suis le premier concerné, je le sais, c'est que quand vous développez n'importe quoi, mais disons l'IA, avant il y avait des gens qui développaient en COBOL. Je dis avant, mais il y en a toujours en fait. Mais disons que voilà, le COBOL n'est pas réputé pour être un code très moderne. Mais par contre, ces gens-là faisaient une attention absolument incroyable sur la gestion de la mémoire, sur la qualité du code. Enfin, c'était codé aux petits oignons. Et je me souviens que j'ai fait du Fortran à un moment donné, et c'était un peu la même démarche, peut-être moins catégorique, mais c'était un peu la même démarche. Quand vous faites des maths, on vous dit c'est Fortran. Et puis petit à petit, j'ai fait du C, du C++ sur du HPC, et ça a été de moins en moins. Et en fait, qu'est-ce qu'on constate ? C'est qu'on passe d'un code qui est ultra optimisé, qui gère la mémoire, etc., à du Java qui, par exemple, multiplie par 3 la consommation de l'ordinateur comme ça, et puis le Python x6. Et la vérité, c'est que plus on nous en donne, et plus on l'utilise. Quoi qu'il se passe, plus on nous en donne, plus on l'utilise. Et donc, on est en train de faire, non pas machine arrière, parce qu'on va continuer les développements, mais on se dit, OK, est-ce que, par exemple, quand on fait un algorithme de classification, on a vraiment besoin d'une précision à 64 bits ou 32 bits ? Est-ce qu'on a besoin vraiment de multiplier des nombres avec des chiffres après la virgule qui sont colossaux ? Et la réponse est non. Et donc, on commence à se dire, bah tiens, on va utiliser des processeurs qui ont 8 bits, 6 bits, 2 bits de précision et qui vont être très efficaces en termes d'énergie, qui vont être optimisés, qui vont aussi permettre de faire de l'accélération. Et donc, on réfléchit. En fait, on fait plus que réfléchir. On a déjà designé, on a déjà testé des processeurs en revenant un peu en arrière, en disant on va faire des processeurs qui ont moins de précision, mais qui vont être dédiés, par exemple, pour faire de l'IA et qui va être plus rapide. Après, j'ai parlé de la donnée. On a un problème de stockage. À un moment donné, il faut bien la stocker, cette donnée. Et ce que l'on fait, c'est qu'on se dit, OK, est-ce que vous savez, par exemple, combien d'atomes il faut pour stocker un bit d'information ? Ça, c'est une information en général, personne ne connaît. Celui qui me sort ça, vous êtes très fort. Non ? Merci. Alors, ça dépend du support de stockage, USB, disque, etc. Mais c'est entre 100 000 et 1 million d'atomes. Donc vous prenez n'importe quel support de stockage, il vous faut entre 100 000 et 1 million d'atomes pour stocker un bit d'information. Et on a fait un papier dans Nature qui montre qu'on est capable de stocker un bit d'information sur un atome. Donc, en théorie, je dis bien en théorie, ça voudrait dire qu'on pourrait faire là tout de suite, on pourrait par exemple stocker toute la bibliothèque de toutes les données d'Apple, iTunes, &Co ou Netflix, peu importe, dans un truc qui fait une carte de crédit. Alors, pourquoi je dis en théorie ? Parce qu'on sait le faire, c'est-à-dire on sait écrire et on sait le lire, mais toute la microélectronique qu'il faut derrière est colossale pour juste un atome et un bit d'information. C'est-à-dire qu'en fait, il faut toute une ingénierie derrière et une industrie de miniaturisation, on va dire de facilitation de ce processus-là pour pouvoir justement derrière utiliser le stockage atomique, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, dans le futur. Mais c'est quelque chose qu'on regarde non pas de très près, mais on travaille dessus pour qu'à un moment donné, finalement, notre connaissance de la mécanique quantique puisse nous servir aussi sur le stockage. Plus court terme, c'est la petite puce que vous voyez avec le doigt, donc ça tient sur même pas l'ongle d'un doigt.
Et en fait, chez IBM, quand on travaille dans les semi-conducteurs, en fait, vous devez toujours avoir un temps d'avance. Donc, par exemple, on connaît à peu près en fait ce qui va sortir. Par exemple, si vous avez une gravure à 7 nanomètres sur un processeur, on sait que dans 3 ans, on va sortir tel processeur, puis dans 6 ans, tel autre, etc. Donc, dans la petite puce que vous voyez là, c'est gravé à 2 nanomètres. 2 nanomètres, ça veut dire que vous pouvez compresser dans ce petit truc 50 milliards de transistors. Donc 50 milliards de transistors dans une puce comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous baissez d'emblée la consommation énergétique de 75% et vous augmentez la performance de 45%. Donc on sait que plus tard, ces processeurs-là vont équiper nos téléphones, vont équiper nos ordinateurs et vont équiper tout ça. La question qu'on se pose, c'est que là, on est à 2 nanomètres. Donc aujourd'hui, on est à 7. Plus tard, on sera à 2 nanomètres, potentiellement à 1, 0,5, 0,4. Vous voyez où je veux en venir. Qu'est-ce qui va se passer après la barrière du zéro? Et c'est là où la loi de Moore devient un peu problématique pour nous aussi. Et donc, il va falloir trouver des alternatives, et notamment peut-être les machines quantiques. Je ne sais pas si vous voyez vraiment ce que c'est, ça. Mais si je vous dis que ça utilise aussi les principes du cerveau, on s'est inspiré en se disant, tout à l'heure, je vous ai dit, finalement, avec un peu de glucose et un peu de sang, le sang pour refroidir un peu le cerveau et un peu de glucose et un peu d'oxygène, on arrive à faire des calculs. Et donc, en fait, c'est un système autonome. Et on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut alimenter un processeur sans aucune prise électrique? Ça, c'est un beau challenge pour des chercheurs. Vous savez, des fois, il y a des gens, ils nous disent, tiens, il y a un challenge, là, faites-le. Et puis là, ils sont perdus pendant 10 ans. Et puis, ils viennent avec un truc en disant, ça y est, on a trouvé. Alors, il y a quand même quelques défis. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a un processeur. Et on a chargé un liquide électriquement, donc c'est l'électrolyte. Et en fait, le liquide va alimenter le processeur en boucle fermée et va le refroidir en même temps, comme ça. Et en fait, on peut l'alimenter de manière assez constante et faire des calculs. Et on a mis en place des algorithmes de machine learning classiques pour faire de la reconnaissance, de la classification, etc. Et ça marche assez bien. Par contre, il vous faut une bassine de 10 litres pour un petit processeur. Ce qui fait que quand vous imaginez un data center derrière, vous vous rappelez, je vous parlais de l'échelle, ça va demander beaucoup d'eau, quoi. Et ça ne peut pas être chargé tout le temps. Donc voilà, c'est juste pour vous ouvrir les chakras, comme ça a été dit en introduction, et qu'on travaille parfois sur des trucs un peu fous, mais ça peut nous donner des idées, et puis derrière, en fait, on constate que ces idées-là deviennent de plus en plus concrètes. On sait aussi que ça va, et je l'ai dit tout à l'heure, que ces IA-là vont vraiment accélérer la recherche. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé d'IA ces dernières années. Moi, dans mon domaine, par exemple, dans le domaine des neurosciences, l'IA n'a pas fait de grands sauts aux neurosciences. Souvent, dans les conférences, on me dit alors, quand est-ce que l'IA va remplacer le cerveau humain, ou machin, etc. La réponse que je leur dis, c'est qu'à aujourd'hui, il n'y a pas un neurologue, un neuroscientifique ou un neurochirurgien qui a compris vraiment le cerveau, qui est capable de guérir des maladies comme Alzheimer, Parkinson ou certaines pathologies psychiatriques. Donc on est très loin de comprendre ça. Ça ne veut pas dire que l'IA n'est pas une autre forme d'intelligence ou un outil. Je ne suis pas contre l'idée de ça, un outil, mais en aucun cas c'est un cerveau. Et on ne comprend pas le cerveau pour une raison simple, c'est que vous avez vos 90 milliards de neurones, et puis vous zoomez un petit peu, et puis vous zoomez sur, vous prenez une IRM, donc vous voyez votre cerveau, vous zoomez sur le neurone, et le neurone, il a des protéines, il a des mitochondries, c'est une cellule, quoi. Et puis vous zoomez, et puis vous avez de la génétique, après les protéines, et puis ensuite vous zoomez, vous avez de l'atome, et puis vous zoomez, vous avez des quarks, et je peux aller jusqu'au boson de Higgs. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des couches énormes. Finalement, chaque chercheur va se concentrer sur une couche du cerveau spécifique, mais on est loin en fait de pouvoir lier tout ça entre elles. Donc, par contre, on sait que ça va accélérer la recherche, on le sait, on le sent, on le voit bien, il y a déjà des preuves de ça, et que ça va être de plus en plus vrai, notamment sur des immunothérapies ou des traitements. Voilà. Puis, et j'en ai presque fini, je vais parler du quantique quand même, parce que ça concerne l'IA. Alors, j'ai pas mis de slide qui explique le quantique. En fait, on a passé beaucoup de temps à expliquer le quantique ces dernières années. On a lancé notre premier ordinateur quantique qui faisait 5 qubits à expliquer le quantique pour essayer de faire comprendre comment ça marchait, etc. On n'en est plus du tout là. On est dans une ère qui s'appelle l'utilité quantique. Alors, je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est, mais disons que
on déploie en fait le quantique à grande échelle. Alors, pour ceux à qui ça intéresse, si je dois donner une définition simple, c'est on utilise les propriétés de la mécanique quantique, donc on gère des atomes, on les contrôle, on leur fait faire des choses à ces atomes-là, et on utilise les propriétés de la mécanique quantique pour faire des calculs. Et depuis 2016, eh bien, on a déployé plus de 60 systèmes dans le monde. Donc il y a 8 centres quantiques dans le monde. Donc quand je dis 8 centres, c'est l'équivalent des data centers, mais pour des ordinateurs quantiques. Et puis il y a 38, on va dire, centres d'innovation qui font de la recherche autour du quantique et qui commencent à développer les premières applications. Nous, on travaille avec plus de 280 entités, on va dire, dans le monde, que ce soit de grandes entreprises, des startups ou des universitaires. Et je dirais les 3 sujets principaux, c'est, comme Richard Feynman, c'est la simulation de la nature. Le deuxième sujet, c'est tout ce qui est autour des maths et de l'IA, finalement. D'accord ? Trouver des patterns dans les données qui sont complexes à trouver avec de l'IA normale, on va dire. Et puis tout ce qui est du search et de l'optimisation. Et donc, on commence à faire des grands pas. Par exemple, quand vous êtes dans la simulation de molécules, c'est-à-dire vous calculez les états énergétiques des molécules, eh bien, au tout début, en 2017, on a fait ce calcul-là. Et ça nous a nécessité en fait 290 jours de calcul pour tourner 4,8 milliards de circuits quantiques. Et l'année dernière, ce même calcul nous a mis 7 heures. Et le calcul s'est fait sur de la modélisation du lithium hybride. Vous comprendrez pourquoi on s'intéresse au lithium hybride. C'est parce qu'on travaille par exemple avec des gens comme Daimler qui veulent développer en fait les batteries du futur et donc des batteries qui sont sans métaux lourds. Les conséquences en fait des calculs quantiques peuvent être énormes pour notre société, puisque justement, on essaye de trouver de nouveaux matériaux, de nouvelles façons de calculer, et surtout d'adresser des problèmes qui ne sont pas adressables aujourd'hui par des ordinateurs classiques. Je vais vous donner un exemple pour vous montrer en fait l'échelle. C'est que vous savez tous faire une multiplication. Quand vous faites n fois m égale p, en général, un ordinateur classique met 0,0025 secondes. Une publication qui a assez amusé à faire ça, à moyenner en fait les multiplications de grands nombres. On parle d'un nombre de 2048 bits. Et puis le processus inverse qui est de trouver n et m qui font p, là c'est beaucoup plus compliqué. En gros, les estimations, c'est que ça mettrait 4,5 milliards CPU années. Alors CPU années, c'est un peu l'équivalent des années-lumière. C'est ce que met une machine à calculer, c'est-à-dire 1 million d'opérations par seconde. Et donc, vous prenez 1 million d'opérations par seconde, et vous le multipliez par 60, 60, 24, 365 et 4,5 milliards d'années, et vous obtenez en fait le temps qu'il vous faut pour faire ce simple calcul. Et les premières estimations sur le quantique, alors ça dépend du nombre de qubits que vous aurez, ça dépend de pas mal de choses, mais en moyenne, je dirais, selon les calculs, ça mettrait 8 heures. Voilà. Donc en fait, c'est ça le quantique, c'est-à-dire des problèmes très ardus qui en fait composent la plupart de grandes problématiques de la société. Typiquement, on sait que la production d'engrais, pour 1 tonne d'engrais, il vous faut brûler 1 tonne de combustible fossile. Et on me dit, on n'utilise pas d'engrais, sauf qu'il faut nourrir une planète qui fait quelques milliards de personnes et qui augmente. Et donc il y a une espèce de schizophrénie entre il faut nourrir la planète et puis l'utilisation d'engrais. Et on sait que certaines plantes génèrent des engrais naturels qui sont donc non polluants. Et malheureusement, ces plantes sont rares et ce n'est pas le blé. Et donc des chercheurs veulent analyser ça. Par contre, les machines actuelles ne peuvent pas modéliser des molécules qui font 24 atomes. Ce qui est 24 atomes et rien du tout, c'est une molécule de café. Par exemple, vous prenez la pénicilline, ça a plusieurs centaines d'atomes, des choses un peu comme ça. Et en fait, on sait que le quantique se prête très bien à ce jeu-là. Et que certains déjà travaillent sur ça, savent comment faire, et en fait pressent IBM et d'autres acteurs de dire mais quand est-ce que vos machines arrivent à maturité? Parce qu'on a l'algorithme, mais maintenant il nous faut de la puissance. Vous avez ExxonMobil qui gère des stocks, par exemple, de gaz naturel liquéfié, et c'est le fameux théorème, enfin le fameux calcul du voyageur, c'est-à-dire vous avez des ports où vous allez vous approvisionner, puis vous avez des ports de destination, et vous avez tout un tas de champs de contraintes, et c'est comment est-ce que vous trouvez le meilleur chemin. Typiquement, c'est des cas d'usage qui sont vraiment bons pour le quantique. Vous avez le CERN, et là ça nous concerne un peu plus.
Le CERN, c'est, vous savez, ils ont un accélérateur de particules, ils font de la collision de particules. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand vous collisionnez des particules comme ça, vous avez des nuages de points qui sont des pétabytes de données. Et en fait, ils ont un algorithme qui permet de classer ces nuages de points en disant quelle est la meilleure probabilité d'avoir le boson de Higgs dans ce nuage de points. Et donc, ils ont ce fameux algorithme. Et ils se sont intéressés au quantique, et on a commencé à faire un projet avec eux. Et en fait, on a développé un algorithme quantique qui permet de faire ce calcul-là, et qui a montré que finalement, un algorithme non optimisé sur le quantique et vraiment fait à la hâte, eh bien, donnait soit des équivalents, soit des meilleurs résultats qu'un algorithme qu'ils avaient développé depuis des années. Et on sent bien que sur le machine learning, il y a quelque chose qui se passe, et ça marche de plusieurs façons. Mais un exemple, vous avez parlé de SVM tout à l'heure, donc vous avez un certain nombre de points, vous devez classer si, par exemple, fraude ou pas fraude, chat et chien, etc. Méthode classique, vous devez tracer un hyperplan ou un plan entre les deux, et vous essayez de maximiser la marge entre ces points-là. Et donc, vous pouvez derrière classer vos données. Et puis, à un moment donné, vous dites, mais oui, mais là, je fais comment pour tracer ma droite ? Je ne peux pas. Donc, je dois trouver une fonction qui permet de dilater l'espace et derrière, qui me permet en fait, de toujours tracer ma droite ici. Eh bien, sur le quantique, ça marche exactement pareil. C'est-à-dire qu'on va non pas utiliser des fonctions classiques qui en fait font ce qu'elles peuvent pour séparer les données, pour dilater l'espace d'une telle façon, mais on va utiliser les propriétés du quantique pour inventer en fait de nouvelles fonctions qui vont en fait s'adapter aux données et qui vont réussir en fait finalement à trouver un pattern qui va bien pour justement tracer cet hyperplan et derrière classer les images. Et ce qui est intéressant dans cette approche-là, c'est qu'on a commencé à étudier ça de près. Ça a fait aussi la première page de Nature et on a commencé à dire au marché trouvez-nous des problèmes un peu compliqués pour qu'on puisse utiliser cette approche-là, parce que la maturité des machines à cette époque-là n'était pas encore, d'ailleurs aujourd'hui encore, n'est pas encore à maturité, et donc c'est fait sur des petites features, etc. Et donc un papier qu'on a publié dans Nature Physics, qui a en fait déclenché la propagation sur l'IA et le quantique, qui est le fait que sur des données générées synthétiquement, eh bien, on a trouvé finalement un pattern de données, c'est-à-dire on a pu classer les données avec des algorithmes quantiques, ce que n'a jamais pu faire aucun autre algorithme classique. Et on a cherché et hyper paramétré et optimisé, etc. Donc, on peut trouver un pattern dans des données avec du quantique, là où le classique n'y arrive pas. Et puis surtout, on a trouvé un speed-up exponentiel, c'est-à-dire ça va beaucoup plus vite. Et alors, il n'y a pas que le SVM, on a commencé à s'intéresser au réseau de neurones. Et là, même chose, on a vu qu'on peut aller entraîner en fait les modèles beaucoup plus rapidement, obtenir des taux de précision plus rapides. Et j'ai vu il y a 2 jours, ça m'a fait sourire, OpenAI a embauché un professeur de quantique dernièrement. Et je pense qu'eux-mêmes sont en train de s'intéresser au sujet parce qu'effectivement, ça peut vraiment amener quelque chose d'important. Et puis, il y a ce qu'on fait en données réelles, parce que c'est ça qui est important, et c'est un peu le défi que je peux lancer aussi. Intéressez-vous à ce sujet, sur des données réelles. Et par exemple, dans le domaine des neurosciences, eh bien, il y a un problème qui n'a jamais été résolu depuis 100 ans. Ça vous fait rire, mais on ne sait pas classer nos neurones, parce qu'il y en a tellement, ils sont tellement différents, tellement individuels, qu'on a besoin en fait, de créer une nomenclature de neurones, et qui est quand même difficilement établie aujourd'hui. C'est-à-dire que dès que quelqu'un publie une nomenclature, il y a toute la communauté qui dit « mais non, mais moi j'ai ça, et puis ça », et ça ne marche jamais. Donc on a essayé de faire ça, et on a commencé à classer en fait, les neurones d'une certaine manière, et effectivement, on a trouvé que les algorithmes de machine learning quantiques eh bien, accédaient à des niveaux de précision qui étaient plus importants. On peut aussi générer de la donnée avec du quantique. Et l'intérêt de générer de la donnée synthétique avec du quantique, c'est qu'on peut en fait trouver de nouvelles distributions et s'adapter en fait à la distribution originelle, et donc de trouver des nouveaux patterns. Donc vous ai laissé quelques papiers ici. Par contre, il y a un truc qui a changé l'année dernière, qui a vraiment changé l'année dernière, c'est qu'on a fait beaucoup d'efforts et de travail sur la recherche, sur le quantique, avec vraiment tout notre écosystème et les gens qui bossent avec nous. Mais l'année dernière, on a fait cette première page de Nature, un article qui a fait toute la différence. C'est que pour la première fois, on a été capable en fait de simuler un système physique que n'a pas pu faire un cluster d'HPC classique. Donc je vous explique. Vous prenez un ordinateur quantique,
Vous prenez l'université de Berkeley qui nous a aidé à faire ça. Vous prenez un gros cluster HPC qui est du Department of Energy aux États-Unis. Et puis, en fait, vous avez un système chimique et vous prenez un certain nombre de mesures. Et en fait, ces mesures-là vous donnent, on va dire, un résumé de l'état de ce système physique. Et puis, vous itérez et vous augmentez en fait la complexité de mesures. Et puis, vous montez, et puis vous montez. Et ce qui s'est passé à un moment donné, c'est que la machine HPC s'est écroulée et la machine quantique a continué. Et donc, notre conclusion, c'est pour la première fois, le quantique a donné des résultats que n'a pas su donner le classique. Donc, on est allé au-delà. Quand on a publié ça, on a reçu une avoinée de gens qui nous disaient « Oui, mais comment est-ce que vous prouvez que vos résultats sont bons ?» Et nous, on a retourné la question, on a dit « Démerdez-vous, c'est à vous de nous montrer que nos résultats sont faux. » Et en fait, c'est installé ce qui est sympa, la recherche quand même, c'est justement ça, c'est se challenger. Mais c'est installé tout un tas de gens qui ont fait des publications, à qui on a donné, on va dire, le code et la méthode, etc., qui ont reproduit en fait la méthodologie et qui ont réussi à avoir même des résultats un peu meilleurs sur le classique et qui en fait ont montré que finalement, effectivement, on est passé à un autre stade, c'est-à-dire à un stade où les gens utilisent du quantique pour du quantique. Pas juste pour essayer ou pour voir, se comparer au classique, etc. C'est-à-dire le quantique va donner de nouveaux résultats, des choses qui n'ont jamais été établies jusqu'à présent. Et pourquoi ça a été ça? C'est que finalement, toutes les expériences qui ont été faites jusque-là, eh bien, finalement, on pouvait les tourner sur un PC standard. On a fait des milliers de publications, quand on dit on, c'est tout le monde, hein, pas qu'IBM, des milliers de publications. Quand vous prenez toutes ces publications-là, tout est tournable sur un PC. Et pour la première fois, on passe à des expériences qui ont eu un saut technologique. Donc on a utilisé un processeur de 127 qubits et dans lequel on peut faire ça. Et ça, c'est les fameux commentaires de certaines publications qui ont justement reproduit l'expérimentation et qui ont dit oui, là pour le coup, il se passe quelque chose. La raison, c'est que depuis 2017, on a eu un facteur 1000 en fait, de puissance de calcul supplémentaire. À ce jour, il y a 6 expérimentations qui ont fait mieux que les approximations classiques. Donc ça reste un champ de recherche neuf, parce que le saut a été fait il y a 7-8 mois maintenant, mais ça montre maintenant quelque chose qui va progresser. Et puis, on n'est pas sans reste, parce que en fait, l'expérience qui a été faite avec un processeur à 127 qubits, et ce processeur-là n'est pas optimal. Il n'est pas optimal parce que quand vous faites une opération sur un atome, ou sur 2 atomes, ou 3 atomes, en fait, souvent, il y a une dégradation. C'est là où on a des erreurs qui se provoquent, parce qu'en fait, quand vous mettez, par exemple, vous manipulez un atome, en fait, sans le vouloir, on gêne les autres atomes. C'est-à-dire les autres atomes qui ne sont pas concernés par l'opération vont être perturbés et donc, du coup, créer en fait plein d'erreurs. Et vous voyez ça ici, ce qu'on appelle le crosstalk, où, par exemple, vous avez le processeur Eagle en fait, qui se dégrade. Donc ça, c'est les opérations attendues. Et en fait, il se dégrade sur le temps. Et avec le nouveau processeur qu'on a sorti il y a quelques mois, qui s'appelle Héron, qui font 133 qubits, ben vous voyez qu'on y est presque. C'est-à-dire qu'on a vraiment quasiment aucune dégradation. Il y en a encore, vous le voyez, alors je ne sais pas si c'est très visible, vous le voyez encore un petit peu, mais la qualité des qubits, en fait, s'améliore. Dans la presse, vous entendez souvent, il est assorti 100 qubits, 1000 qubits, on a une puce à 1121 qubits. Ce qui nous intéresse le plus, ce n'est pas tant la course aux qubits. On pourrait aujourd'hui mettre beaucoup de qubits dans un processeur, ce n'est pas tant le problème. Le problème, c'est vraiment la qualité de ces qubits-là. Et là, on vient de faire un saut monumental parce que justement, on améliore en fait la correction d'erreur. On est à 0,1%, donc c'est quand même assez précis. On a augmenté la vitesse de ce processeur. On était à une vitesse de réponse de 537 nanosecondes. On est passé à une vitesse de 96 nanosecondes. Pour effectuer le calcul dont je vous ai décrit, c'est 3000 portes quantiques. Donc les portes, c'est comme dans l'informatique, hein, c'est des portes logiques. Donc vous avez des portes quantiques, 3000 portes quantiques. Et on sait qu'avec ce processeur, on peut aller jusqu'à 9300 portes. Donc qu'est-ce qui va se passer dans les quelques années qui arrivent? Et ben justement, toutes ces expériences qui ont déjà commencé aujourd'hui, qui sont un peu neuves, vont exploser et surtout, elles vont commencer à monter à l'échelle de manière importante. Voilà. J'en ai presque fini, mais peut-être un petit point de vue, c'est voilà la roadmap d'IBM sur le quantique. L'objectif pour nous,
c'est d'arriver à un ordinateur quantique parfait, bien sûr. Pour ça, il y a beaucoup de challenges. En fait, le challenge n'est plus de la recherche depuis l'année dernière. Le problème, c'est un problème d'ingénieur. C'est de passer d'un problème de recherche à un problème d'ingénieur. On sait comment y arriver. Par contre, c'est un peu comme l'atome tout à l'heure d'Holmium, où vous stockez un bit d'information. Il vous faut quoi pour faire un ordinateur quantique? Il vous faut une puce. Ça, je dirais, on maîtrise. Mais derrière, il faut communiquer avec les atomes. Donc, il faut du câblage spécial. Si vous mettez une puce à 10 000 qubits, il vous faut 10 000 câbles. Ça commence à être gros. Si vous avez une puce à 100 000, il vous faut 100 000 câbles. 1 million de qubits, il vous faut 1 million de câbles, etc., etc. Ensuite, il vous faut refroidir le système. La quantité d'hélium liquide qu'il faudrait pour un système à 1 million de qubits est très importante. Je ne sais pas si vous savez, mais l'hélium liquide, l'hélium 3 par exemple, ce n'est pas une ressource qui se trouve partout et est très chère en plus. Ensuite, vous avez de la microélectronique, vous avez de la communication quantique, réfrigération, etc. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on est en train maintenant de basculer à une autre étape du quantique, qui est de dire c'est un problème d'ingénieur et donc il nous faut des partenaires. Et donc on va travailler avec des partenaires, c'est-à-dire jusqu'à présent on a fait tout nous-mêmes parce qu'on avait besoin d'avancer, mais aujourd'hui, demain, il y a peut-être, je sais pas, un champion français qui fait de la cryo, quelqu'un qui fait du câblage et qui derrière va en fait industrialiser tout ça et qui va bénéficier d'ailleurs à tout l'écosystème quantique. Et donc pour nous, et je finirai là-dessus, pour l'IA, on pense vraiment que l'IA va être quelque chose qui va être important sur le quantique. Donc on a développé tout un tas de librairies déjà là-dessus, qui s'appelle Qiskit. Il y a eu 6,5 millions de téléchargements déjà. Donc c'est le plus important framework sur le quantique qui existe dans la planète. Mais l'IA va sûrement être à un moment donné impactée. Et vu tous les messages que je vous ai balancés avant, c'est aussi pour nous une alternative à justement pas avoir des problèmes énergétiques, des problèmes de consommation électrique, de puissance de calcul, de tout un tas de choses comme ça, parce qu'on va pouvoir vraiment avoir des accélérations exponentielles. J'en finis là. J'espère que je ne vous ai pas achevé, parce qu'après 50 speakers, je me dis quand même, voilà. Mais je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Merci Xavier, c'était passionnant. On a le temps pour 5-10 minutes de questions, s'il y a des questions. Qui veut se lancer? Ça s'écoute. Bien sûr. Vous avez mentionné beaucoup de l'énergie, de la capacité, des processus pour la construction des modèles d'intelligence artificielle sur IBM, mais j'ai une question sur l'intégration des modèles d'intelligence artificielle, mais aussi en l'utilisation des computations quantiques. Et c'est surtout, c'est quoi les stratégies de IBM pour l'intégration des modèles d'intelligence artificielle et l'utilisation des processus de computation quantique à les prochaines années, qui seraient nécessaires en tant que maintenant le marché va demander beaucoup plus chaque année de ce type de software et des outils que IBM était en train de construire. Mais vous me parlez de hardware, c'est ça? Et la demande en puissance de calcul, de plus en plus de puissance, tout ça? Oui, exactement. C'est les besoins, mais c'est quoi les stratégies pour intégrer tous ces hardware quantiques, mais à les outils actuels des IBM? Alors, c'est une super question. En fait, dans notre stratégie, la première image que je vous ai montrée avec Claude Shannon et le neurone et le quantique, en fait, ça date de quelques années chez nous. Et en fait, on a eu une stratégie très basique de cloud hybride. Pourquoi cloud hybride? Parce qu'on s'est dit, bon, les systèmes vont être de plus en plus hétérogènes et il va y avoir des accélérateurs un peu partout. Et donc, on a acheté Red Hat et notamment une brique qui s'appelle OpenShift et qui en fait permet de virtualiser finalement tout l'environnement quel qu'il soit. Par exemple, la virtualisation OpenShift marche sur nos ordinateurs quantiques. C'est-à-dire que vous pouvez balancer en fait des containers sur des ordinateurs quantiques ou d'autres accélérateurs comme l'AIU ou les choses comme ça, et qui vont en fait permettre de faire ces calculs-là. Donc en fait, notre démarche d'intégration, elle existe déjà
On sait déjà en fait comment faire, puisque dès qu'il y a un nouveau hardware qui arrive ou une nouvelle techno, en fait, on prône la méthode de la containerisation pour justement déployer ça et faire l'intégration qui va bien. Après, ça va fonctionner de différentes façons. C'est-à-dire qu'un accélérateur qui se branche sur un port PCI, c'est intégré quelque part au serveur, donc c'est assez facile. Quantique, c'est moins facile. C'est-à-dire demain, on aura, ou alors d'une grande surprise, on n'aura pas une carte quantique qui va se brancher sur un PC. Donc pour l'instant, c'est plus un accélérateur qui est dans un cloud, mais qu'on peut balancer des containers de toute façon. Ça se fait aujourd'hui en mode très classique. On peut le faire comme ça, mais ça sera pas, en tout cas à court terme, ça ne sera pas une carte que l'on branche dans des accélérateurs. Ça sera plus loin. Par contre, le calcul qui va être fait, il est tellement important de toute façon que le temps de l'envoyer, de revenir, ça sera déjà des gains hyper significatifs. Mais merci pour la question. C'est en fait quand on met à l'échelle, justement, je parlais d'échelle, en fait on prévoit le coût un peu avant. Merci à vous. Merci pour cette présentation très stimulante. Je me pose une question à un moment. Vous avez parlé de downsizing en termes de bits, comment on peut essayer d'économiser un petit peu l'énergie. Mais en deep learning, si on a des méthodes basées sur les descentes de gradient et des choses comme ça, comment est-ce que les maths du continu peuvent s'adapter à ce genre de discrétisation des données? Ouais, alors ça s'applique pas à tout. D'ailleurs, par exemple, on sait que quand on fait un SVM tout à fait standard, en fait, quand on a fait ça, par exemple, pour faire de la classification d'images, et en employant en fait des méthodes de kernel tout à fait basiques, les fonctions à base radiale, des choses hyper classiques comme ça, eh bien, on se rend compte qu'en diminuant en fait la précision des processeurs, eh bien, ça marchait de manière parfaite. Quand je dis parfaite, j'exagère peut-être un peu. Il ne faut pas que je dise parfait. C'est un défaut de langage. Disons qu'on peut faire des approximations qui nous confortent dans notre calcul. Donc la méthode, ça n'empêche pas d'avoir des méthodes statistiques derrière qui prennent en fait ces résultats, font une approximation et disent c'est comme ça. Si je veux vraiment être précis, et d'où la question, je pense, c'est qu'il y a des méthodes d'approximation qui permettent de dire on fait le calcul, c'est peut-être pas précis à 100%, mais on peut avoir des méthodes statistiques derrière qui disent bon, tu peux prendre ce choix-là. Et là, l'erreur est quand même relativement faible. Et c'est la même chose pour le quantique d'ailleurs. C'est-à-dire que le taux d'erreur est géré comme ça. C'est-à-dire que quand vous balancez un calcul, et c'est la même chose pour la low precision, c'est que si vous en balancez qu'un, en fait, vous allez être incertain sur le calcul, parce que vous ne savez pas s'il y a une erreur ou pas. Par contre, si vous en balancez 200, 300, 1000, 1024, 2048, etc., là, vous pouvez appliquer des méthodes statistiques qui vont être vachement plus précises. Donc, la réponse à cette question, c'est oui, ce n'est pas parfait. Par contre, en balançant 2 ou 3 calculs qui, de toute façon, seront plus rapides que les très grands, eh bien, on peut faire une méthode statistique derrière simple et derrière produire un résultat précis. Mais ouais, ce n'est pas parfait, c'est vrai. Je profite pour poser ma petite question. Pas de main. Donc, dans le petit schéma sur les machines quantiques qui arrivent là, de l'avenir, j'ai vu qu'à un moment donné, on passait au code correcteur d'erreur, si je n'ai pas dit de bêtises. Enfin, là, pour l'instant, on est sur l'erreur, on est sur la mitigation. Et ouais, c'est ça. Et donc, à partir de 2029, il y aura des codes correcteurs d'erreur qui marcheront, c'est ça? C'est ce qu'on estime. Alors, on ne fait pas une roadmap par hasard. En fait, cette roadmap, elle existe depuis pas mal de temps. Vous voyez, 2016. Et vous voyez, on a des petits trucs là, hop, cochés, pas cochés, etc. Donc, en fait, on suit un rythme assez franc. Et effectivement, on se dit qu'en 2029, on aura de la correction d'erreurs. Et en fait, surtout, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que, par exemple, le processeur Eagle qui fait déjà des trucs extraordinaires, mais Héron, c'est une étape supplémentaire. Ça veut dire on a travaillé sur la qualité du qubit et on a réduit l'erreur de manière vraiment drastique. Je ne sais pas si je peux vous remontrer le schéma qui est là, mais c'est assez impressionnant. Hop, je vais y aller, c'est là. Vous voyez la différence quand on passe au 4e trimestre 2021 à des taux d'erreur qui sont de l'ordre de 10%,
à le processeur errant qui est à 0,1%, la manière est assez drastique. Donc en fait, on commence à être en confiance là-dessus. Aujourd'hui, la manière dont ça fonctionne, c'est que finalement, vous pouvez utiliser un processeur quantique sans aucune erreur, entre guillemets. Je m'explique. C'est un peu la même question là. C'est-à-dire qu'on va non pas balancer un calcul, on va en balancer 1024, et après, on fait ce qu'on appelle la mitigation error, c'est-à-dire une méthode statistique qui va prendre ce calcul-là et va approximer, il va dire voilà la réponse. Et aujourd'hui, ça marche quand même plutôt bien. Je pense que le grand défi, en fait, surtout pour les data scientists, pas les physiciens et eux, ils sont à fond, ils vont y aller, etc. Pour nous, data scientists, c'est la très grande dimension. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire des calculs relativement simples, mais dès qu'on veut augmenter en fait le nombre de features, par exemple, etc., on est directement lié au nombre de qubits. Donc, par exemple, si vous avez 127 qubits, on ne peut pas faire 128 features. Or, dans beaucoup de problèmes de recherche, les features sont beaucoup plus importantes que ça. Donc, on est, nous, en train de développer des algorithmes, on les teste, on sait que ça marche, du coup, on attend. Sachez que beaucoup de sociétés, en fait, développent leur IP dès maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, ils développent leurs algorithmes dès maintenant, après, pam, c'est leur IP, et ils savent que de toute façon, ça, on va y aller, on va y arriver. Donc, ils le font. Mais oui, on est en train de faire des progrès, et donc on estime 2029 comme étant la bonne date. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est pas tant 2029, c'est après, c'est de faire en fait du HPC version quantique, c'est-à-dire de l'hybride, c'est-à-dire du cluster HPC et des ordinateurs quantiques, et des processeurs qui sont parallélisables. C'est-à-dire de faire communiquer des processeurs entre eux. Et donc, le grand challenge, par exemple, un petit défi en ce moment, c'est comment est-ce que je fais communiquer un processeur à un autre. Si je mets de la fibre optique, c'est sympa, mais il y a une latence. Et donc, l'intrication quantique qui fait que, finalement, si vous connaissez l'état d'un atome, vous connaissez l'état de l'autre atome, peu importe où il se trouve. Et là, il nous faut de la communication quantique. Donc, c'est vraiment de l'expertise assez importante au niveau physique. Et je dirais que c'est comme l'informatique à sa naissance. Maintenant, il y a deux mondes. Il y a le monde du software et le monde du hardware. Et là, le monde du software va très vite et le monde du hardware, il essaye de faire au mieux pour arriver à maturité. Mais 2029, c'est pas si loin que ça. Ok, merci. Il y a d'autres questions? Ok. On va juste en prendre deux parce qu'après, il va falloir qu'on clôture. Ouais. À un moment, vous avez parlé de la factorisation d'un nombre. Ça fait penser à l'algorithme de RSA. Et du coup, est-ce que ça ne pose pas des questions en termes de cybersécurité? Alors oui, complètement. Donc oui, un ordinateur quantique dans quelques années, on a le temps encore. Après, il y a des débats. Il y en a qui disent plus tôt, plus loin. Enfin, moi, je pense que ça va arriver quand même dans plusieurs années. C'est quand même le plus compliqué d'arriver à ça. Mais disons que oui, ça va arriver. Donc ça pose d'énormes problèmes. Il y a deux choses à savoir là-dessus. C'est que je ne suis pas en train de vous dire ne vous inquiétez pas, parce qu'en fait, on constate que des institutions vont prendre de la donnée cryptée et vont la garder au chaud lorsque les ordinateurs quantiques arriveront à maturité pour la décrypter après. Il y a des industries qui doivent garder leurs données 70 ans, 50 ans, etc. Donc, prendre de la donnée maintenant cryptée et attendre 5-10 ans pour après la décrypter, imaginez les conséquences si on prend vos données et on attend, je ne sais pas, 5 ans ou 10 ans, et puis derrière, on les décrypte. Je suis sûr qu'il y a des trucs qu'on va découvrir. Et donc, oui, c'est un danger. Par contre, on peut se prémunir de ça, et de manière assez simple, en fait. Il y a deux solutions. Un, il y a des algorithmes de crypto qui existent, en fait, déjà aujourd'hui, et qui sont résistants au quantique, on le sait. Donc en fait, ce qu'il faut faire, la démarche vraiment rapide à faire, c'est quels sont les algorithmes d'encryption que j'ai dans mon entreprise, cibler ceux qui peuvent être sensibles au quantique, typiquement les RSA, les choses comme ça, les enlever et les remplacer par ceux qui sont déjà, on sait déjà par la recherche qu'ils seront difficilement attaquables. Et il y a une autre méthode qui est un peu complémentaire, c'est qu'il y a aujourd'hui 4 algorithmes qui ont été développés, dont 3 par IBM, dont un avec Thales, justement, qui sont les algorithmes post-quantiques, qui utilisent en fait des structures mathématiques assez complexes qu'on appelle les espaces lattices, et qui, elles, garantissent, mais à 100%, que ces données sont inattaquables. C'est-à-dire même si elles sont prises, ils ne pourront pas, malgré un processeur de 1 million de qubits, 2 millions de qubits, etc., puisqu'en fait, ça ne se prête pas, le quantique ne se prête pas à cette décryption-là. Donc voilà. Mais par contre, c'est important de s'y intéresser. Dès que vous êtes dans certains secteurs, en fait, dans nos serveurs actuels,
c'est-à-dire les grands systèmes, on a déjà mis en place des algorithmes post-quantiques. Pour une raison, c'est qu'on travaille avec le secteur de la défense, des institutions publiques, des banques, des assurances, et que voyant ça, ça fait déjà quelques années que ça tourne chez nous en routine. Mais on alerte, et vous avez bien fait de le dire, beaucoup, en disant si vous n'êtes pas prêt, il faut l'être parce que vos données sont potentiellement attaquables. Merci. Allô? Ouais. Vous l'avez montré vous-même au début. Si on continue dans ces rythmes de croissance, on va attendre la finie des matériaux d'ici 2045. Là, vous présentez aussi un roadmap qui va jusqu'à 2033. Comment ça se couple? Quelle est la stratégie pour au moins l'approvisionnement des matériaux pour continuer à développer tout ça? Et quelle est la place d'un géant comme IBM dans le monde pour continuer à produire? C'est une bonne question. Donc, la première des choses, c'est que si cet ordinateur quantique, et je dis si, mais je vais dire, il va arriver à maturité. Pour nous, on est convaincus de ça. On a quand même, on est très confiant. Et on sait déjà que ça va casser en fait une dynamique sur certains calculs qui sont faits aujourd'hui. Les grands calculs d'optimisation, les grands calculs HPC, les choses comme ça, en fait, à un moment donné, ça va se casser et on va pouvoir économiser énormément là-dessus. Après, c'est vrai, quand je disais qu'il y a un problème d'ingénieur, ça veut dire qu'il va falloir que nous, on s'organise pour trouver on va dire une manière de, par exemple, miniaturiser, chercher de nouveaux matériaux. Quand je dis chercher de nouveaux matériaux, c'est des nouveaux matériaux pour le quantique. Donc, je dirais que le quantique va apporter quelque chose, mais on a besoin aussi que quelque chose apporte au quantique. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de partenariats qui se mettent en place sur les types de matériaux, typiquement le câblage. Quand je dis ça, ça fait jamais rêver, mais quand vous communiquez avec un atome, vous perturbez le système. Donc, comment vous utilisez un matériau qui perturbe le moins possible le système? Alors, est-ce que, par exemple, si on devait, par exemple, se projeter en 2029 et faire cet ordinateur qubit-là, enfin cet ordinateur quantique, on devrait prendre beaucoup d'hélium liquide et une grosse réfrigération, etc. Donc, on pourrait le faire, en fait. Ça coûterait des milliards, mais des milliards. IBM ne va pas mettre je ne sais pas combien de milliards pour ça. Donc c'est pour ça qu'on a une roadmap, parce qu'on sait qu'il y a de la recherche, des acteurs qui vont en fait maintenant s'intéresser au sujet et vont pouvoir réduire tout ça. Et peut-être qu'effectivement, demain, on pourra faire tenir 1 million de qubits dans un petit truc beaucoup plus miniaturisé, etc. etc. Donc en fait, c'est un processus qui est long. Vous voyez, quand je dis 2033, etc., c'est quand même assez long. Et donc, ça fait partie, ça, de la recherche et des grands défis. Et je dis que le quantique, le défi, il n'est plus tant dans le processeur, ni dans les applications, parce que ce que l'on voit, en fait, dans les applications, même avec certains de nos clients qui font de la recherche en privé, en fait, on voit déjà qu'il y a des avantages et qu'on attend cette maturité de la machine. Mais cette maturité va vraiment passer par de l'ingénierie et un grand, grand écosystème quantique. Merci encore à Xavier. Merci à vous.